Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal quotidien. Découvrons tout de suite ensemble les titres de l'actualité de ce jeudi 27 novembre. L'interruption volontaire de grossesse était hier soir au cœur des échanges au Conseil national. Le ministre d'État, Christophe Mirement, a invoqué la cohésion nationale pour motiver le choix de ne pas transformer la proposition de loi relative à l'IVG en projet de loi. Le centre scientifique passe son grand oral. Il est actuellement évalué par un comité d'experts indépendants pour mesurer l'avancée de ses travaux et affiner ses priorités. C'est un bel anniversaire. Le Conseil économique, social et environnemental fête ses 80 ans. Nous serons avec sa présidente, Caroline Rouguignon-Vernin, pour revenir sur le travail accompli depuis 1945 et se tourner vers l'avenir avec les réflexions en cours. Enfin, la Roca Team a signé hier soir sa plus large victoire en Euroleague en s'imposant 102-66 face à l'Anadolu Efes Istanbul. Résumé de cette écrasante victoire assure dans ce journal. Le prince Albert II l'avait laissé entendre lors du traditionnel entretien qu'il accorde à nos confrères de Nice Matin à l'occasion de la fête nationale. Le ministre d'État l'a acté hier. La proposition de loi relative à l'interruption volontaire de grossesse ne sera pas transformée et Christophe Mirement l'a donc officialisé. Christine Datomel. Hier soir, le ministre d'État Christophe Mirement a effectivement pris la parole en séance publique pour officialiser la décision du gouvernement. La proposition de loi sur l'interruption volontaire de grossesse ne sera pas transformée. Le ministre d'État a expliqué que selon le gouvernement, le cadre actuel respecte l'identité de la principauté, son histoire, ses traditions et l'équilibre institutionnel auquel Monaco est attaché. Il a rappelé également que le fondement spirituel et constitutionnel du pays doivent être préservés et que le dispositif actuel offre déjà, je cite, un équilibre suffisant. Christophe Mirement a également insisté sur le fait que cette position s'appuie sur les avis juridiques recueillis et sur le respect des valeurs auxquelles le gouvernement se réfère dans son action. Je vous propose de l'écouter. Cette proposition de loi a donc été examinée avec la plus grande attention et je dirais même avec gravité. Parmi les raisons, vous le savez, figure bien évidemment l'identité catholique de la principauté de Monaco. Cette identité a contribué à forger notre histoire depuis la fin du XIIIe siècle. Ce lien étroit et essentiel à Monaco et de ses princes est fondateur. Il a puissamment contribué à l'avènement et à la permanence de notre souveraineté depuis 7 siècles. Nous savons qu'ils sont une composante essentielle de ce qui fait la force de Monaco. La religion catholique et ses princes sont le socle de notre identité. C'est ainsi, et c'est le deuxième point que je voudrais rappeler, que la législation monégasque a su s'adapter au cours de ces dernières années. En 2009, des évolutions significatives ont permis d'assouplir les conditions d'accès à des interruptions médicales de grossesse et celles-ci sont autorisées à Monaco lorsque la poursuite de la grossesse présente un risque pour la mère ou l'enfant ou lorsqu'elle est la conséquence d'un viol. En 2019, nous sommes allés d'un commun accord aussi loin que possible en dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse. Lors des débats ayant permis ces évolutions importantes, Conseil national et gouvernement avaient d'ailleurs constaté que celle-ci allait aussi loin que le permettait la Constitution. Et c'est pourquoi, et c'est le troisième point que je veux évoquer aujourd'hui, nous continuerons à nous adapter de manière concrète et pragmatique pour répondre au mieux aux situations de détresse. Et je sais bien sûr que nous nous rejoignons sur ce point. En réponse, le président du Conseil national, Thomas Brezzo, a réagi. Il a exprimé la déception de l'Assemblée élue, rappelant que bon nombre de Monégasques souhaiteraient une évolution de la législation. Il a souligné que le Conseil national n'a pas l'initiative législative. Sans l'accord du gouvernement, aucune réforme n'est possible. Thomas Brezzo a insisté sur la nécessité de continuer à réfléchir à des solutions permettant à terme davantage d'autonomie pour les femmes dans leur propre pays. Écoutez Thomas Brezzo. Dans ce contexte, revenons à vos mots, Monsieur le Ministre.
Vous avez justifié la position du gouvernement par l'identité catholique de la principauté. Mais personne, ici même, ne conteste cette identité. Et nous y sommes même très attachés. Et il n'a jamais été question de supprimer cette spécificité d'un trait de plume. Mais à la place qui est la mienne, je me dois de rappeler que cette identité ne peut devenir un argument d'immobilisme. En effet, vous avez invoqué, Monsieur le Ministre, l'avis du Comité supérieur d'études juridiques. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir fait preuve de transparence en nous transmettant spontanément cet avis que nous avons pris très au sérieux. Mais je note, ainsi que vous l'avez vous-même souligné dans vos propos, il y a quelques instants, que selon ce comité, la proposition de loi que nous avons formulée offrait une perspective tournée vers l'avenir. Pour autant, vous avez choisi de ne pas la considérer. Alors, malgré tout, Monsieur le Ministre, puisque je suis un éternel optimiste, et parce qu'une fois de plus, je souhaite vraiment vous apporter tout mon soutien dans la pleine charge qui est la vôtre, je saluerai le fait que notre démarche initiale ait malgré tout permis quelques avancées, même si je suis obligé de les qualifier de mineures. Je regrette surtout qu'elle ne réponde pas au point fondamental, le droit pour les femmes de disposer de leur propre corps dans leur propre pays. Rappelons que nous ne corrigeons pas une injustice en organisant son exil. Ce soir, certains diront peut-être que je me contente de peu. Mais ce qui m'importe, c'est le courage que nous avons eu de déposer cette proposition de loi qui se voulait le reflet de l'opinion de la population que nous représentons. À l'ordre du jour également de cette séance, l'adoption de la rupture conventionnelle, une modernisation importante du droit du travail monégasque. La principauté se dote désormais d'un outil équilibré et sécurisé, largement attendu par les acteurs économiques et le monde du travail. Cette réforme offre une alternative supplémentaire au mode de rupture existant, limitant ainsi les risques de recours et garantit en même temps la protection des salariés. Le centre scientifique de Monaco est en train de passer son évaluation. Un exercice stratégique mené par un comité d'experts indépendants. 3 jours d'analyse pour faire un point notamment sur les travaux et l'expertise de cette entité reconnue à l'international. Un rendez-vous essentiel pour maintenir l'excellence de la recherche en principauté. Les explications de Vanessa Dessy sur des images de Camille Caloni. Ce rendez-vous constitue un moment clé pour le centre scientifique de Monaco qui soumet ses avancées au regard d'experts indépendants. 3 jours d'échanges intenses pour mesurer l'impact des recherches, confirmer les points forts du centre et affiner les orientations scientifiques. Un passage obligé pour garantir l'excellence et maintenir Monaco au plus haut niveau de la recherche. C'est une évaluation qui correspond à un changement dans la politique de l'établissement. Et cette politique va permettre, avec l'expérience qu'il y a eu depuis maintenant près de 65 ans, il va y avoir maintenant une plateforme de renouveau dans l'organisation des équipes et un comité de perfectionnement aujourd'hui va valider cette proposition, sachant qu'il est très important pour la principauté d'avoir un organisme scientifique qui permet de soutenir la position du prince international sur tout ce qui concerne l'environnement et notamment le réchauffement climatique et l'acidification des océans. Le comité de perfectionnement a salué la solidité scientifique du CSM, portée par des équipes reconnues dans les domaines marins, polaires et médical. Les experts ont souligné la qualité des projets menés, la rigueur des protocoles et la capacité du centre à innover dans des sujets stratégiques. Ça nous permet de voir si nos orientations sont les bonnes et notamment aussi cette année nous sommes à une période de transition puisque nous avons changé toute la gouvernance en 2025. Donc en plus de ce rapport d'activité des projets purement scientifiques, il y a aussi un examen de la nouvelle politique scientifique qui va être présentée dans la semaine, une belle voie de travaux qui vont se poursuivre sur ce qui a déjà été bâti dans le futur, bien sûr, qui est déjà très fort, et aussi sur quelques arrangements futurs par rapport à de la structuration et aussi sur une sorte d'augmentation très forte des synergies entre les équipes pour mettre beaucoup plus de ressources à tous les niveaux pour mener le CSM au plus haut niveau possible. Des résultats solides, une stratégie claire et une ambition assumée. Au terme de cette évaluation, le comité de perfectionnement confirmera certainement la place du CSM comme acteur scientifique majeur en principauté.
Le Conseil économique, social et environnemental célèbre aujourd'hui 8 décennies de dialogue entre institutions et société civile. Né en 1945, il a accompagné les grandes évolutions sociales, économiques et culturelles de Monaco. Retour sur l'histoire et les enjeux de cette institution consultative incontournable avec sa présidente, Caroline Rougueignon-Vernin, et notre invitée. Nous la retrouvons en plateau. Caroline Rougueignon, bonsoir. Bonsoir Patricia. Nous fêtons les 80 ans du CESE. L'année 2024 a marqué la fin du 25e mandat également du CESE. Beaucoup de dates, beaucoup d'anniversaires. C'est le signe que ce CESE, ce Conseil économique, social et environnemental, est pérenne et occupe une place majeure à Monaco. 80 ans, c'est un bel anniversaire, effectivement. Et il avait été créé, en fait, il y a 80 ans, par une ordonnance souveraine, en fait, le 22 décembre 1945, donc au lendemain de la guerre. En fait, et c'était à l'époque le prince Louis II qui avait signé cette ordonnance, et c'était un conseil économique provisoire. Provisoire, c'était un peu la mode à l'époque, provisoire, le gouvernement français était provisoire. Et c'était d'ailleurs, cette création du Conseil économique, ça succédait à un accord international entre la France et Monaco. Parce que la France voulait voir un petit peu ce qui se passait à Monaco, comme il y avait quand même... On était déjà minoritaires, les monégasques, dans notre pays. Il y avait beaucoup de Français qui étaient présents sur le territoire et qui étaient actifs sur le territoire. Et donc la France voulait avoir un petit œil là-dessus, et d'où la création du Conseil économique provisoire. Aujourd'hui, pour résumer, le CESE, c'est la société civile au service de l'intérêt public ? Tout à fait. C'est un peu ça ? C'est exactement. Aujourd'hui, nous sommes 36 membres, tous bénévoles, répartis en 3 collèges. En fait, il y a 3 collèges. Il y en a un qui représente les syndicats de salariés. À l'époque, c'était les syndicats ouvriers. Un autre, c'est les syndicats patronaux. Et un 3e, c'est le collège gouvernemental, avec des personnes qui ont des compétences spécifiques. Et tous sont extrêmement investis. On a parlé de cette date fondatrice. Difficile, en cette période anniversaire, de ne pas mentionner ensuite... 2 grands guides, 2 grands présidents qui vous ont précédé. Tous les présidents qui m'ont précédé ont tous été vraiment avec une vision et ont installé le Conseil économique dans le paysage économique et social de la principauté. Tous les présidents qui sont succédés étaient de grands présidents. Et effectivement, les 2 derniers, René Clérici je crois qu'il a effectué 12 mandats, donc 3 x 12, 36 ans. Et André Garino aussi a accompagné le Conseil économique avec toute la rigueur qu'on lui connaît, la bienveillance, pendant de longues années également. Donc on a eu de grands présidents. Quelles sont, selon vous, les plus belles, les plus grandes réussites du CESE ? Une des plus grandes réussites, c'est de s'être vraiment installé dans le paysage monégasque. Et nous sommes sollicités, que ce soit par le Conseil national ou le gouvernement, en fait, ils nous sollicitent pour quasiment tous les textes. Donc c'est déjà une grande victoire. Et puis une autre grande victoire, c'est que c'est quand même une assemblée où les partenaires sociaux peuvent se parler, peuvent dialoguer ensemble, peuvent échanger, peuvent construire, peuvent proposer des vœux. Parfois avec le même avis, et quand ils n'ont pas le même avis, on éclaire ainsi le gouvernement sur les positions des uns et des autres. Nos travaux sont éclairants en fait pour le gouvernement, voire inspirants, voire mis beaucoup de nos vœux sont mis en application aussi. Donc on a eu 267 conseillers durant ces 80 années qui ont réalisé globalement près de 800 travaux. Donc on est très fiers de tout ce dialogue social qu'on a pu inspirer et accompagner en principauté. Est-ce que l'on peut vous demander sur quelle thématique actuellement le CESE est amené à réfléchir ? Alors là, récemment, on vient de faire un vœu sur une thématique qui intéresse, je pense, beaucoup de monde en principauté, la mobilité. On pense que le vœu qu'on a formulé est simple, original et qui pourra améliorer
la mobilité, en tout cas intramuros. Le vœu qu'on vient de faire, c'est comme on a la chance d'avoir des grands parkings de dissuasion, en tout cas, de proposer que pour tous les touristes, les vrais touristes qui ne connaissent pas Monaco, de leur proposer, alors je vais caricaturer ce qu'on a proposé, mais de leur proposer de se garer gratuitement aux Salines, ou alors d'avoir le choix de venir dans le centre de Monaco, mais alors pour ces touristes-là, ce serait à un prix totalement prohibitif. Évidemment, on a réfléchi à préserver les prix actuels pour tous les salariés, les résidents, même les livreurs qui viennent, enfin tous ceux qui travaillent déjà à Monaco, de près ou de loin, les prestataires également, auraient exactement les mêmes conditions qu'aujourd'hui, mais pour les touristes, voilà, on se dit que peut-être ça peut avoir un impact significatif, ça vaut peut-être le coup de le tenter. Voilà, ça c'est une proposition sur la mobilité qu'on vient de faire. Merci Caroline Rouguignon d'être venue en plateau à Monaco Info à l'occasion des 80 ans du CESE. Merci beaucoup Patricia pour votre invitation. La Société des Bains de Mer annonce un chiffre d'affaires en croissance de 10% à 542,5 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025-2026. Il est en hausse de 47,3 millions d'euros par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette progression est portée par une forte activité estivale au sein du resort, entraînant une croissance de l'ensemble des secteurs d'activité du groupe. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de reportages consacrés à la Semaine européenne de réduction des déchets. Le musée océanographique a proposé lui aussi des animations sur le thème « Repair is fair » que l'on pourrait traduire par « Réparer, c'est juste », une manifestation à destination des scolaires de la Principauté avec plusieurs ateliers très pratiques, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Fabien Bonilla et Camille Caloni. Repair is fair, une journée d'ateliers participatifs à la croisée de la pédagogie et de la créativité. Il s'agit surtout d'une journée ludique, destinée à des jeunes de la Principauté et de la région. L'objectif de cette journée, éveiller les consciences et encourager l'adoption de réflexes durables avant, pendant et après la consommation. Chaque année, pendant la Semaine européenne de réduction des déchets, on cherche à faire une action un petit peu ludique et très engagée. Et avec l'ensemble de nos partenaires, on a voulu montrer à la jeune génération que la réparation, la réutilisation et éviter les déchets, ce n'est pas forcément une contrainte. Et on a pu monter tous ces ateliers de réparation et on les fait participer à des actions ludiques sur l'ensemble de la journée, sur ces thématiques-là. Plusieurs groupes d'élèves de 8 à 15 ans venant des établissements de la Principauté et même de Nice ont pu participer à différents ateliers dans la grande salle de conférence du musée océanographique. 11 ateliers au total répartis dans 5 thématiques telles que le numérique et la téléphonie responsable, la mode durable, la santé et la beauté, réduire ses déchets au quotidien et enfin adopter une alimentation éco-responsable. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Là, je suis en train de coudre pour faire un sac. Qu'est-ce que tu penses de cette manifestation ici ? Je pense que c'est bien parce que ça stimule notre créativité, ça recycle du coup. J'ai fait la couture et je pense que c'est extrêmement bon car quand on sait la couture, on peut tout réparer. Donc au lieu de le mettre à la poubelle juste parce que c'est soit trop petit, soit ça marche plus, c'est cassé, on peut juste le réparer. Je pense que c'est une très bonne idée pour vraiment sensibiliser les jeunes à montrer comment on peut vraiment s'engager dans notre vie de tous les jours. Juste à l'extérieur de cette salle de conférence, des stands culinaires tenus par plusieurs chefs de la Principauté. On propose un zéro déchet, on a fait une petite tartelette en feuilles de wutong et parure de pommes de terre. On a récupéré les tiges de brocolis et de chou-fleur qu'on a fait cuire comme une purée, légèrement montée au beurre. Et ensuite, la petite touche d'originalité, on a les peaux de banane qu'on a fait façon bacon, un peu mariné et proposé aujourd'hui. On propose un hot dog avec une saucisse de potimarron 100% zéro déchet. On a utilisé le potimarron dans son entièreté. La peau, la pulpe, les graines qu'on a torréfiées. Et on a même râpé du potimarron cru pour faire comme une salade de choux à la mayonnaise. Aujourd'hui, je propose un petit tacos pois chiches, sauce à base de sésame et crudité. Donc la particularité, c'est qu'on a tout travaillé le produit. Il n'y a quasi pas de déchets. Cuisiner avec des restes ou des pelures, donner une seconde vie à des vêtements, fabriquer ses produits de beauté avec des éléments que l'on retrouve chez soi, un Repair is fair qui rentre parfaitement dans cette semaine européenne de la réduction des déchets.
En basket, la Roca Team a signé la plus large victoire de son histoire en Euroleague hier soir. Un succès 102-66 à domicile face à l'Anadolu Efes Istanbul. Le résumé du match est signé Frédéric Elion et Hugo Comassa. La Roca Team enchaîne les performances XXL en Euroleague après avoir collé 32 points à l'Asvel sur son parquet. Monaco a écrasé l'Anadolu Efes Istanbul mercredi soir à Gaston Médecin. Une victoire de 36 points, la plus large de l'histoire monégasque en Euroleague. En difficulté au rebond ces derniers temps, Monaco remporte la bataille sous le cercle. 13 rebonds offensifs qui offrent des secondes chances. Avec un joli 9 sur 9 à 2 points dans le premier quart-temps, les Monégasques sont dans le bon tempo, 25-22 après 10 minutes. Les Turcs sont au contact grâce à un excellent Isaiah Cordinier, 16 points à 4 sur 4 à 3 points pour l'ancien Antibois. À la pause, Monaco est devant, 50-43, avant d'accélérer franchement en seconde mi-temps. Une belle alternance en attaque avec un excellent apport des intérieurs. 17 points pour Theis, 12 pour Hayes. Tout le monde contribue, les 12 joueurs ont du temps de jeu. Et Monaco s'envole dans le quatrième quart-temps pour signer une victoire historique, 102-66. We played like tremendous defense, a lot of deflections, forcing some turnovers. I feel like we had the most steals we've had so far this season, so everybody was on it, and the results were very, very positive. They were definitely looking inside, which I feel like opened up a lot of things for us. We shot well from outside and had a pretty good percentage inside, so it was all around a good night. We executed well. Place désormais à 2 matchs consécutifs à domicile face à l'ancienne équipe de Kevarius Hayes, le Paris Basketball, le 2 décembre en Coupe de France et le 4 en Euroleague. Soirée en demi-teinte pour la SMFC du côté du football, cette fois à Chypre. Les hommes de Sébastien Pocognoli ont dû se contenter du nul de partout hier soir face au club de Paphos en Ligue des Champions, et alors qu'ils avaient mené par 2 fois au score. Du rugby, à la veille de la première journée de compétition pour les équipes monégasques engagées au Dubai Rugby Sevens. Gros plan ce soir sur l'équipe féminine et sur les U16, les moins de 16 ans. Nous retrouvons sur place à Dubaï nos envoyés spéciaux, Sylvain Péroumal et Christophe Paco. Les Oumoussa n'étaient plus revenus ici depuis 4 ans à Dubaï. Et les filles ont réussi à gagner leur place pour ce grand tournoi international grâce à leur victoire cet été à Darlington dans le célèbre tournoi des Egg Chasers. C'était l'ambition de cette équipe, gagner pour se qualifier ici à Dubaï. L'entraîneur de cette équipe, Christos Fiotakis. I say left, right, okay? On est une très très bonne équipe, on a beaucoup de qualité, beaucoup de vitesse, beaucoup d'expérience sur cette équipe. On est les joueurs, ils viennent de pays différents, d'Australie, de United Kingdom. On est les filles de Monaco aussi pour donner l'opportunité de jouer sur ce niveau. C'est l'ambition en tout cas. L'ambition, c'est sûr, c'est gagner les coupes, ramener les coupes à Monaco. 12 filles, dont 2 jeunes issus de Monaco. Hein. Oui. C'est Morgane et Mallory. C'est super pour ces 2 filles pour montrer l'exemple pour les autres filles, pour les rugby féminins grandir à Monaco. Et on retrouve justement 2 de ces jeunes filles issues de la Fédération monégasque de rugby. Moi, ça fait 2 ans que je suis à la fédération et on s'entraîne tous les jeudis. Donc voilà, on est assez assidus et tout, donc assez investi, assez motivé. Et je l'ai ramenée depuis septembre, là elle s'entraîne, elle vient tous les jeudis. Quelles sont les vedettes dans l'équipe, les joueuses phares qu'il va falloir surveiller pendant le tournoi? Alors on a Jazz qui est la capitaine et Charlie qui est la co-capitaine. Mais je pense qu'ensemble l'équipe ça va être quelque chose à surveiller. Enfin, franchement elles ont toutes des qualités incroyables et je pense que chacune va apporter son petit plus. Puis je pense que de toute façon la cohésion dans une équipe est vraiment importante. Parce que si on s'entend pas et que on se parle pas assez ou qu'on n'a pas envie de faire la passe à la copine qui est mieux placée plutôt que sa vraie amie, enfin franchement ça marche. Là la cohésion elle est top donc franchement je pense que... 12 filles prêtes à relever le défi en tout cas. Ah oui clairement. Et on va le gagner ce défi. Et comment
ne pas vous conter la belle histoire d'Alfonso, vainqueur, on s'en souvient, l'an dernier du concours de dessin initié par la Fondation Princesse Charlène pour habiller les moins de 16 ans, les U16. Et bien justement, cette année, il est à Dubaï en tant que compétiteur, dessinateur, joueur comblé. J'étais parti sur... en fait, je prenais les couleurs de Monaco et celles de l'Afrique du Sud. Et je me suis dit, pour représenter l'Afrique du Sud, j'allais mettre des symboles sur les côtés pour l'Afrique du Sud. Et après, sur les épaulières, j'ai mis un dégradé de rouge et de blanc pour représenter Monaco. Tu te rends compte, tu es ici à Dubaï avec les grands, avec les Impis, les Oumoussa, avec le développement. C'est un bonheur d'être là, tu te rends compte de cette chance-là? Oui, c'est vrai que c'est une très grande chance d'avoir gagné d'être là avec eux. C'est un grand plaisir aussi et vu qu'on se connaît déjà depuis très longtemps, c'est comme une famille pour moi. Et les jeunes espoirs monégasques ont pu hier soir découvrir le fabuleux spectacle des fontaines. Spectacle et lumière au pied de la tour Burj Khalifa, avant d'accompagner les 3 autres équipes qui disputeront dès demain la compétition internationale. Agenda très complet ce week-end pour le Théâtre des Muses. Nous vous présentions hier un spectacle pour enfants, Le Magicien d'Oz. Intéressons-nous aujourd'hui au programme adulte avec le Mystère Ophélia à découvrir jusqu'à dimanche. Le récit d'Alexandra Pani sur des images d'Arnaud Humbert. Voici l'histoire de la vraie Ophélia. Qui était la véritable Ophélia? Céline de Valent nous conte avec fascination l'histoire de Lizzie Sidal, muse des peintres londoniens pré-raphaélites. Elle a été le modèle du tableau le plus célèbre d'Angleterre, Ophélia. Cette pièce retrace son destin tragique qui résonne avec l'héroïne de Shakespeare. Le point de départ, en fait, c'est véritablement un coup de foudre à la Tate Britain, il y a 25 ans, avec le tableau Ophélia de John Everett Millais, qui orne mon salon depuis plus de 20 ans d'ailleurs. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de ce tableau et du modèle qui a posé pour ce tableau qui est Elizabeth Sidal, je me suis rendu compte de coïncidences plus qu'étranges entre le modèle qui a posé pour Ophélia et la destinée du personnage fictif de Shakespeare, et qu'à partir du moment où cette femme a posé pour ce tableau, elle a connu la même destinée que le personnage d'Ophélie. Chaque jour, depuis 5 mois maintenant, je reste allongée ainsi pendant plusieurs heures. C'est assez extravagant, et cela m'a amusée au début, je dois avouer. M'engloutir dans ces eaux domestiques, au creux de l'hiver londonien, et devenir enfin Ophélia. J'ai fait un travail de recherche et de documentation, même si je connaissais bien les peintres pré-raphaélites, que j'avais vu beaucoup d'expos, mais un gros travail de recherche, on va dire actif, de 3 ans. Je suis partie plusieurs fois à Londres, j'ai interviewé des spécialistes aussi de la peinture. Récemment, je suis encore allée à Oxford, où sont exposés beaucoup de ses dessins pour justement voir ses dessins. J'ai tenu ses poèmes aussi en main. Voilà, je suis vraiment passionnée par la destinée de cette femme qui était elle aussi artiste et qui a essayé de s'affranchir de cette condition de muse et qui a été véritablement effacée dans l'histoire de l'art. Sur scène, aux côtés de Céline de Valent, l'on retrouve Romain Arnaud-Nieschi pour interpréter le rôle du peintre Rossetti. Finalement, on découvre un mystère de l'histoire de l'art anglais qui est trépidant, quoi, qui est formidable. C'est un peu notre Joconde, enfin leur Joconde à eux, avec un mystère un peu ésotérique, un peu étrange. L'excès dans mes gènes. Je m'appelle Rossetti, comme Rosso. Mes parents sont italiens. Rosso, ça veut dire rouge en italien. Et moi, je suis de pure souche anglaise. C'est la couleur de la passion. L'excès n'est pas dans mes gènes. On a travaillé 1 an et demi pour faire en sorte que le personnage ait une évolution, c'est-à-dire qu'il grandisse au fur et à mesure de la pièce, parce qu'on a 10 ans presque de vie commune entre les deux personnages, de vie amoureuse, un peu rocambolesque. Et c'est un personnage qui est à la fois puéril, à la fois très égoïste et à la fois très touchant, parce qu'il n'y a pas de concession, quoi. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant là-dedans. Voilà, c'est qu'il a des obsessions artistiques constantes. Véritable hommage à la peinture, la mise en scène vous projette dans le Londres du 19e siècle, un plongeon dans l'un des plus envoûtants mystères de l'histoire de l'art, à découvrir sur la scène du Théâtre des Muses jusqu'à dimanche.
Avant de refermer ce journal, ces images tournées hier soir lors de la soirée de gala de l'association monégasque de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare, œuvrant sous l'égide des ordres dynastiques de la Maison de Savoie. Cela s'est passé au Yacht Club de Monaco en présence du prince Albert II et du prince Emanuele Filiberto de Savoie. Une vente aux enchères était organisée et l'intégralité des sommes récoltées sera reversée à l'association des œuvres de Sœur Marie et au centre hospitalier Princesse Grace. Ainsi se referme cette édition. Nous nous quittons avec les plus beaux clichés de Manuel Vitali pris hier soir lors de la belle et large victoire de la Roca Team face à l'Anadolu Efes Istanbul. Une victoire, je vous le rappelle, 102-66. À suivre la météo de Sarah Inkari que vous retrouverez demain à 19h à cette même place pour votre journal quotidien. Bonne soirée à tous. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, demain, pas de surprise, nous aurons un véritable copier-coller de la journée d'aujourd'hui. Un ciel toujours parfaitement bleu, aucune goutte de pluie et pas le moindre souffle de vent, bref, une météo calme et lumineuse. Les températures resteront stables, 9 degrés au réveil et 14 au meilleur de l'après-midi. Ce vendredi, nous penserons à souhaiter une bonne fête au Jacques. Pour l'anecdote, ce prénom est la forme francisée du prénom hébraïque Jacob. Très belle soirée sur Monaco Info et à demain. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.